Entre délire et démence, les personnages de fiction aiment flirter avec la folie. Quand les écrivains traitent de maladie mentale, c'est pour épouser son langage, sa violence, pour mieux la comprendre, mieux l'apprivoiser. Bienvenue à Ratureli. Bonjour Catherine Raymond, bienvenue à l'émission. Merci, très heureuse d'être ici. Catherine Raymond, vous avez fait des études postdoctorales en psychiatrie et vous faites paraître là, tout récemment votre premier livre, Matricide, chez XYZ, donc un roman, mais en fait on peut dire que c'est une autofiction. Vous racontez votre long processus de deuil, donc à la suite du suicide de votre mère, et votre propre tentative de suicide aussi qui vous a amené à faire un séjour en psychiatrie. Donc, vous êtes la psychiatre psychiatrisée, on pourrait dire. C'est une situation particulière on peut dire qui dérange un peu le milieu médical. Oui, en effet. Bien sûr, dans le livre, on parle d'autofiction. Ma mère s'est enlevée la vie en 2010 et je travaille comme médecin en psychiatrie également. Et le but du livre, à travers une histoire qui n'est pas nécessairement la mienne, il faut faire attention, c'est de défaire un peu les idées préconçues qu'on a par rapport à ce que c'est qu'être soignant et ce que c'est qu'être malade. Car moi, suite à cette expérience-là, j'ai été beaucoup amenée à réfléchir sur les relations de pouvoir qui s'établissaient dans le milieu de la psychiatrie. Oui. Très intéressant. D'ailleurs, je veux lire un petit extrait où vous parlez de votre relation, en fait, les patients que vous croisez quand vous êtes en psychiatrie. Et là, vous écrivez « Je les imagine célébrer le jour du sacrifice, le jour où l'un de nous est devenu l'un des leurs, me voir enfin égal à eux, me droguer de mes propres panacées, me regarder devenir grosse et brumeuse sous l'effet des médicaments qui leur ont donné à eux aussi cet aspect de maladie générique, voir que personne n'y échappe, me regarder bâiller et baver sans pouvoir me retenir, échapper de longs filets de douleur vers le sol, me laisser crier pendant qu'attaché, je ne peux cacher mon sexe sous la chemise d'hôpital, le regarder satisfait qu'on soit au final tous pareils. Et je m'imagine presque prendre part à la fête. Et là, je me suis demandé si de vivre l'expérience, justement, d'être en psychiatrie, est-ce que ça vous aide comme thérapeute? Est-ce que ça vous a rapproché des patients? Bien, en fait, comme je disais, il ne faut pas prendre tout à la ligne. Je n'ai pas fait de séjour en psychiatrie. Par contre, de vivre l'expérience d'un trauma aussi fort que le suicide de sa mère, ça permet de se mettre, je pense, beaucoup plus à la place des patients. Oui. Et d'envisager qu'eux souhaiteraient sans doute qu'on soit davantage à la leur. Et je pense et j'espère que d'avoir eu cette proximité-là, de par ma propre expérience, va me permettre d'être un meilleur thérapeute éventuellement. Oui. Et vous posez un regard sévère sur la psychiatrie, donc à divers niveaux. Vous dites qu'elle est souvent plus soucieuse de classer des comportements ou de les faire entrer dans une norme, comme il faut étiqueter la maladie, et que votre livre, en fait, montre que le mal est souvent beaucoup plus complexe à comprendre, la maladie mentale. Parfois, ça nuit peut-être aux patients que de vouloir l'étiqueter. Oui, en fait, je pense que non seulement dans le milieu psychiatrique, mais au niveau social, on a ces réflexes-là de vouloir étiqueter les gens. Et le livre aborde l'effet péjoratif que ça peut avoir, notamment de créer la culpabilité de ne pas correspondre à ce stéréotype-là. Et je pense aussi que ça crée beaucoup de honte. Donc, dans le livre, on aborde le stéréotype de ce que c'est un malade, souvent comme quelqu'un qui devient un petit peu impuissant ou qui n'est plus capable de décider pour soi-même, ce qui est faux. Et par la suite, on aborde d'autres stéréotypes aussi qu'il y a dans la société, le médecin idéalisé, la mère idéalisée, et aussi ce que c'est de survivre. On a une idée de la survie qui est très normative et qui est très linéaire, alors que moi, l'expérience que j'en ai faite, c'est que c'était pas le cas. David Goudreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes écrivain, slameur, travailleur social, premier Québécois à avoir remporté la Coupe du monde de slam de poésie en 2011. Vous avez publié des recueils de poésie, Premier soin, Sédenté, La chienne aux écrits des Forges, mais aussi une trilogie romanesque chez Stanquet, qui a vraiment connu un
très grand succès, on peut dire. Ça a commencé avec La Bête à sa mère en 2015, Grand Prix littéraire Archambault, La Bête et sa cage en 2016 et Abattre la bête en 2017, qui met en scène un jeune délinquant en quête de sa mère, qui va ensuite être incarcéré pour avoir commis un meurtre. Dans La Bête et sa cage, on est donc plongé dans l'univers de l'aile psychiatrique des pénitenciers. Et dans Abattre la bête, on se retrouve à l'Institut Pinel, l'Institut psychiatrique légal. Jusqu'à quel point vous êtes inspiré de votre expérience de travailleur social? Est-ce que vous avez été, par exemple, en prison et dans un institut psychiatrique pour mieux vous documenter? J'aime bien que ce soit précisé mon expérience de travailleur social. Personnellement, j'ai fait très peu de prison ou d'instituts psychiatriques et j'en suis bien content. Qui sait, on verra, peut-être que le temps m'y amènera un jour. Mais oui, c'est beaucoup mon parcours de travailleur social, mon parcours professionnel qui m'a inspiré et les rencontres que j'ai faites dans les centres de détention. Je vais régulièrement donner des ateliers de création, des fois des conférences et tout. J'ai rencontré plusieurs détenus dans ce cadre-là et j'ai fait aussi des recherches. J'ai rencontré des agents de probation puis des agents correctionnels qui m'ont beaucoup informé sur ce qui se passait en prison, ce qui se passait dans les centres de détention, dans les ailes psychiatriques, les fameuses Protec santé mentale. Et je me suis inspiré de ça pour écrire le roman, le second roman de la trilogie. D'ailleurs, je l'ai fait lire à des gens qui avaient fait de la prison fédérale et les agents. Puis ils me disaient que c'était d'un réalisme troublant et que tout ce qui se passe réellement, mais que ça ne se passe pas en 2 mois comme dans le roman. C'est sûr qu'il y a une intensité. Oui, une condensation. Mais ça se peut. OK. Ouais. Et puis votre narrateur, c'est un personnage qui n'a pas de filtre, pas de censure. C'est vraiment ce qui le caractérise. Donc, il est souvent extrêmement vulgaire, très cru, misogyne, raciste. Pourquoi est-ce que vous vouliez pousser à l'extrême le non politically correct? Est-ce qu'il y avait une volonté de dénoncer des véritables injustices, une volonté de pousser un discours à l'extrême pour voir jusqu'où il va? Un peu les deux. En fait, moi, je considère que c'est des romans engagés. Pour moi, c'est une dénonciation par l'absurde. C'est que c'est un anti-héros tellement troublé et troublant dans sa manière d'être, dans sa façon de penser, que c'est un jeu comme auteur avec le lecteur de provoquer une prise de position au niveau du jugement. C'est que mon personnage principal, on est à la première personne, on est dans sa tête et ses jugements vont tellement loin que le lecteur doit se dire « OK, non, ça, j'adhère pas à ça, ça, c'est trop. » Mais en même temps, parfois, il est sur, sur la cible. Hein? D'ailleurs, j'ai mis en exergue le fameux proverbe « Même les horloges brisées donnent leur juste 2 fois par jour. » Fait que pour moi, mon personnage, parfois, il dit des choses pertinentes et parfois, il est complètement dans le champ. Et c'est là où j'essaie de jouer avec le lecteur, le forcer à se positionner. Mais on est clairement dans le trouble de personnalité, on est clairement dans la maladie mentale. Fanny Demeule, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous avez publié en 2016 un premier roman, Déterrer les eaux, chez Hamac, qui est en fait une sorte d'autofiction, on peut dire, qui raconte l'histoire d'une fille, une jeune fille qui rejette son corps. Elle va d'abord rejeter ses règles, puis ensuite ses rondeurs, puis elle va vraiment développer un trouble alimentaire. On peut dire que c'est un huis clos entre la narratrice et son corps, et on a l'impression que c'est vraiment comme une guerre ou un combat qu'elle mène contre son corps, donc contre elle-même, on peut dire. Absolument, c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Donc oui, le terme huis clos est absolument à propos. Donc, c'est le fil narratif principal, donc c'est ce combat contre le corps qui est mené dès la tendre enfance, hein? Le rapport vraiment à la finitude, à la mort, donc les premiers contacts avec le fait qu'on a un corps qui va mourir, c'est ce qui provoque chez elle une angoisse profonde et qui va déclencher éventuellement, toutes sortes de troubles, anxiété, mais aussi troubles alimentaires. Donc, j'ai vraiment voulu explorer le spectre, un spectre que j'ai voulu assez complet du rapport au corps problématique. Et vous écrivez toute la journée, c'est contre ce corps de trop que je pleure ma colère et mon impuissance, contre ce corps fourbe, vicieux, que se développe une haine doublée d'une appréhension latente. Cet étranger qui m'humilie, ce corps scaphandre dans lequel je suis enfermée vive. Alors, c'est fort, ces images-là. Le corps scaphandre, c'est comme si c'était une prison, c'est comme si la prison était en soi. Oui, c'est ça. Donc, à la minute où elle comprend que, il y a des choses que le corps lui impose, il y a cette anxiété-là, justement, de perdre le contrôle qu'on pensait avoir, ou du moins qu'on s'imaginait avoir, où il y a comme un moment de rupture où elle va avoir honte de son corps, hein, de ce que elle lui impose. Donc, l'extrait que vous venez de lire, c'est vraiment le moment où elle comprend qu'elle a ses règles. Elle n'a pas choisi de les avoir, mais elle devra les subir. Donc, le fait de subir quelque chose que la corporéité impose,
c'est ce qui vraiment déclenche cette grande colère, cette grande combativité. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, toute la genèse aussi du trouble alimentaire qui est explorée. Le début est très beau. Donc, la narratrice dit que c'était un bébé prématuré qui a ensuite été presque gavée parce qu'elle avait très faim. Elle dit « Dans le monde d'avant, ma faim a dû être tellement immense que jamais plus elle ne pourrait se combler dans cette vie. » Puis là, il est question après d'un tour de carrousel, elle veut que jamais que ça s'arrête. Elle est comparée à une petite droguée. Finalement, le trouble alimentaire est un problème qui est comparé à ceux des dépendances. C'est un problème d'excès et de limite, si on peut dire. Oui, absolument. Puis, si je ne me trompe pas, en psychologie, on classe les troubles du comportement alimentaire parmi les addictions, hein, les comportements addictifs. Donc, l'anorexie, c'est un peu une manière de gérer, de s'auto-médicamenter quand on a un mal-être ou quand on a un malaise qui nous imprègne. Donc, c'est un peu une manière de gérer sa souffrance de manière totalement autodestructrice, on s'entend? Catherine Raymond, vous écrivez en vous adressant à votre mère dans votre livre Matricide, « Quand tu es morte, j'ai enfin trouvé quelque chose à écrire sans avoir à me soucier de l'écriture. » Je me demandais en quoi la mort de votre mère a créé une urgence d'écrire. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à l'écriture? Bien, c'était la volonté, je pense, beaucoup de se départir de la honte. Le fait que ce que j'ai compris de cette expérience-là, c'est que de survivre à un événement, ça n'avait rien à voir avec l'idée qu'on s'en faisait. Et j'avais constamment l'impression de ne pas y arriver comme il se doit. Et veux pas, j'entretenais l'idée que, en quelque part, la raison pour laquelle ma mère s'est enlevée la vie, c'est également parce qu'elle aussi, elle était attachée à des images d'elle-même, sans doute auxquelles elle ne correspondait pas. C'était pour me défaire moi de ça et peut-être pour la défaire elle de ça également. Oui, intéressant. Mais on peut dire que votre récit est très cru, pas censuré du tout. Est-ce que je me demandais justement la transparence, si c'était une condition d'écriture pour ce récit-là? C'est pas tant la transparence que de trouver comment mettre en mots la violence de cette expérience-là. Parce que, dans le fond, moi, j'écris le livre comme une lettre d'amour à ma mère. Ouais. En ce sens qu'il faut réapprendre à aimer cette mère-là qui est celle qui a tué sa mère, en fait. Et que pour ce faire, il fallait pouvoir voir de face la violence. Ouais. Et par la suite, pour moi, de la mettre en mots. Donc, c'est à travers la fiction plutôt que la transparence que j'ai fait ça. Et j'aimerais aussi revenir sur la forme du récit que vous avez donc utilisé la deuxième personne singulier. C'est vraiment, comme vous disiez, une lettre à votre mère ou tu. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est une façon de rétablir un dialogue qui s'est rompu avec la mort? Oui, absolument. Ouais. Comme je disais plus tôt, pour moi, le récit, c'était d'abord avant tout une lettre d'amour à ma mère. Et le choix du « tu » dans le récit permettrait de l'adresser directement, mais aussi de l'alternance entre le « je » et le « tu » me permettait de prendre la violence qui était dans le livre et de quand même la garder à mon nom. Ouais. Et ça, pour moi, c'était important de ne pas complètement m'en détacher. Puis je me demandais si, parce que je pense que le milieu psychiatrique a résisté un peu, ou en tout cas, n'est pas tout à fait à l'aise à parler de ce genre de situation-là, d'un psychiatre qui se retrouve en psychiatrie, même si c'est de la fiction. Est-ce que vous avez hésité à le publier? Est-ce que vous avez dit peut-être que ça va ternir ma carrière de psychiatre? Non, au contraire, parce que le milieu de la médecine est un milieu, on pourrait penser, dans lequel on a beaucoup moins de préjugés par rapport à la santé mentale, du fait que c'est ce qu'on traite, mais c'est faux. Il y en a peut-être même plus. Et moi, en tant que médecin qui a été aux prises avec des problèmes de santé mentale, j'ai voulu me défaire de cette honte-là. J'ai voulu brasser les certitudes parce que c'est un milieu qui est encore aujourd'hui un milieu de performance, un milieu du médecin idéalisé, et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Il y a énormément de médecins qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Et je pense qu'il est le temps qu'on se défasse de la honte et du silence. Oui, d'oser poser ces questions qui peuvent paraître dangereuses. Pensez-vous que ça fait de vous une meilleure thérapeute d'avoir écrit Matricide? Je l'espère. Oui, je l'espère. Puis, votre narrateur dit d'ailleurs « C'était rassurant de savoir que je pourrais toujours me réfugier dans la littérature, cette mère adoptive de tous les laissés pour compte, assoiffée de résilience. » Donc, la littérature a un rôle aussi dans votre roman pour les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes comme ça qui peuvent trouver refuge dans la littérature puis se sortir de la délinquance, ou en tout cas, ça peut contribuer à
à leur guérison? Absolument. Moi, j'en suis de ceux qui se réfugient dans la littérature encore aujourd'hui. Donc, tu vois, ça, c'est peut-être la partie, justement, qui est un peu plus réelle. On est moins dans la fiction, mais on ne juge pas, on dépasse. Ça, c'est quelque chose que je crois profondément. Ouais. Et je pense qu'il y a des personnes aussi, comme mon personnage, qui peuvent très mal utiliser la littérature, qui vont s'en servir justement pour justifier ou magnifier certaines facettes peut-être plus sombres de leur existence. Mais dans tous les cas, c'est jamais une mauvaise idée de mettre un livre dans les mains de quelqu'un. D'ailleurs, jeune ou moins jeune, je pense qu'il y a des gens qui se plongent dans la littérature à un âge tardif et c'est tout aussi bénéfique, même certains qui peuvent le regretter. Oui. J'ai d'ailleurs un lecteur de 92 ans. Ça a été un des grands moments dans ma jeune carrière d'auteur. Un homme de 92 ans qui m'a écrit après La Bête et sa cage et qui m'a dit qu'il était tombé amoureux avec mon personnage et qui espérait vivre jusqu'à la fin de la trilogie. C'était comme, wow, il y a quelqu'un qui attend de lire et qui espère ne pas mourir. Ça a été très valorisant. Donc là, il faut que j'arrive à recréer cette attente-là maintenant que le troisième est sorti et que cet homme n'est toujours pas mort. Il faut que je retrouve un lecteur un autre livre. Aux abords de la mort. Mais d'ailleurs, vous parliez donc de la littérature, comment on peut la récupérer. Votre narrateur est très articulé, il y a beaucoup de références et des pseudo-aphorismes, donc des métaphores qu'il va inventer lui-même. Donc, par exemple, qui a bu boira, qui a tué tuera, ou j'avais la bouche plus sèche qu'une ménopausée sous la couette de Michel Houellebecq. Alors là, il y a vraiment un jeu de langage où vous vous amusez avec ces références-là à montrer comment justement, avec la rhétorique du langage, ce personnage-là peut devenir encore plus menaçant, en quelque sorte, ou en tout cas stratège. Il manipule les mots, puis il manipule les gens. Absolument, comme je manipule le lecteur en tant qu'auteur. Pour moi, c'est ça le jeu. Je vois vraiment le roman comme un gros terrain de jeu, par exemple, par rapport à la poésie, où là, ça va être plus viscéral, ou plus des trucs connectés à ma réalité. Alors que dans le roman, pour moi, je vois vraiment ça comme un jeu, c'est d'essayer de perdre le lecteur, d'essayer de construire le personnage le plus tordu possible. Et oui, ces références littéraires servent à cette stratégie. Voilà, donc oui, il est un peu stratège, mais je pense que ça révèle plutôt ma stratégie à moi comme auteur. Fanny Demeule, dans votre livre « Déterrer les eaux », la narratrice choisit d'étudier la littérature. Et donc, vous écrivez « Je sens que la littérature va peut-être me servir à quelque chose à la longue comme un kit de survie ou un nécessaire de couture. Elle pourra peut-être m'aider à raccommoder des bouts, à repriser là où c'est déchiré. Et puis écrire est minimal, ne prend pas de place, ne coûte rien. » Est-ce que pour vous, écrire vous a aidé ou vous aide à réparer des déchirures? Est-ce que c'est une image qui vous concerne aussi? Absolument. Bien, souvent, quand on me pose la question, je dis qu'écrire me sert à réparer le réel, vraiment recoudre un peu, pour reprendre la métaphore le petit kit de couture. C'est de pouvoir reprendre de court l'existence, de pouvoir reprendre le vécu. Puis la mise en fiction aide à faire ça, justement, parce qu'on peut après s'amuser, on peut faire un patchwork et mélanger non seulement des morceaux de choses qui nous sont arrivées, mais aussi aller en prendre, aller en piger à gauche, à droite, en inventer complètement. On peut se permettre d'exagérer. Donc, c'est une grande prise de liberté assez agentive. Donc, oui, c'est vraiment comme ça que je considère la création. C'est ce qui est énoncé par ma narratrice, mais c'est aussi personnellement ma manière de concevoir l'écriture. Ça, et de pouvoir mettre à contribution des peurs ou des moments vraiment de crise et les retourner pour en faire quelque chose de poétique. Donc, c'est une manière aussi non seulement de faire le patchwork, mais aussi de retourner et de montrer une autre couleur sur des événements à la fois vécus et inventés. Oui. Et votre narratrice fait du violoncelle aussi, qui va être pour elle une manière de transférer sa souffrance. En tout cas, elle dit « Ma lourdeur résonne à travers mon violoncelle, ma lourdeur chante ». C'est vraiment une belle image. Est-ce que la lourdeur écrit aussi pour vous? Est-ce que ça serait une autre image? Je pense que la lourdeur écrit, je pense qu'il faut s'appuyer, il faut rentrer dans la corde, il faut rentrer dans le texte. Donc oui, je pense que c'est une posture qui est absolument créatrice, une certaine lourdeur. Puis ensuite, c'est de faire de cette lourdeur-là quelque chose de léger. Puis c'est un peu ce que j'ai voulu faire à travers les eaux. C'est d'éviter l'apitoiement, c'est d'éviter justement trop de lourdeur, mais vraiment de sublimer, si on veut, en quelque peu. C'est sûr, c'est pas un texte absolument comique, on rit pas à gorge déployée, mais j'ai essayé de rendre ça du moins plus facile à lire ou plus intéressant à lire pour
pour un lectorat. Donc, c'est vraiment évacuer le larmoiement pour proposer quelque chose de justement moins lourd. Oui. Et vous écrivez aussi dans ma tête comme dans mon ventre, un vide grandit, un vide sédatif et délectable. Plus rien ne vient déranger mon esprit. Les désirs meurent en même temps que la faim. Ça, c'est intéressant. Refuser de manger, dans votre livre, c'est raconté un peu comme vraiment un refus des désirs, un refus de sentir même. Oui, c'est un peu comme, pour reprendre sur le début, une narratrice qu'on dirait qu'il sent tout trop. Il y a comme une hypersensibilité au monde, hyper-réceptivité. On veut englober l'univers. Là, tout à coup, c'est un peu comme ce que Claire Legendre a dit sur mon livre, c'est fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. Donc, c'est de couper nous-mêmes les plaisirs avant qu'ils ne nous soient enlevés, non seulement par le corps, mais par tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est un peu se créer notre propre scaphandre ou cette position ascétique pour éviter de souffrir. Catherine Raymond, dans votre livre Matricide, vous posez la question au sujet de la mère. Pourquoi une si jolie jeune femme voudrait-elle mourir? L'histoire, qui rappelle un peu celle de Nelly Arcan d'ailleurs, raconte le décalage en fait entre la surface et le fond, comme un clivage dont souffrait la mère entre la persona extérieure, ce qu'elle dégage, et la persona intérieure, cette fragilité qui paraît pas forcément d'emblée, mais qui était vraiment là. Je pense que si on regarde un peu l'histoire, on voit qu'il y a énormément de très jolies femmes qui sont un petit peu tombées comme des mouches et qui se sont enlevées la vie. Et je crois que ça pose la question du pourquoi. Et je pense que chaque femme va être enfermée à certains moments de sa vie dans des stéréotypes d'idéal féminin, mais peut-être que les très jolies femmes le sont davantage. Oui, il y a un parallèle avec Nelly Arcan, qui on peut se poser la question, est-ce que c'est ça qui a mené justement à sa détresse? Parce qu'il y a comme une pression. La jolie jeune femme, elle ne peut pas souffrir, elle est si belle, elle est forcément condamnée au bonheur, en quelque sorte. Il y a cette idée-là. Hein? Exactement, condamnée à être plus choyée que les autres et condamnée aussi à incarner un peu notre fantasmagorie collective. Mais votre livre raconte comment la mère, justement, veut protéger sa fille de cette tyrannie de l'image. Elle veut qu'elle soit pure intellect, elle veut qu'elle étudie. Elle va d'ailleurs un peu réprimer, en fait, tout son corps. Elle veut l'enlaidir. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de revanche qu'elle veut prendre à travers la fille? Est-ce que c'est bien une revanche qu'on pourrait penser contre la société, contre les autres, ou est-ce que c'est une façon de se guérir soi-même? Le livre pose également la question de qu'est-ce que les parents déposent dans leur enfant et qu'est-ce qui arrive quand le conflit d'un parent, du moment où il voit son enfant, n'est pas réglé et répété. De quoi on hérite? Et le livre pose la question de comment moi j'ai hérité de ces conflits-là, de cette douleur-là. Oui, et comment est-ce qu'on reconquiert... C'est aussi l'histoire d'une reconquête de votre corps, parce qu'il y a l'impression qu'il y a une sorte de symbiose entre la mère et la fille, une relation très symbiotique, très, très proche. Et là, il y a une reconquête du corps, qui vous réappropriez le corps, votre corps. C'est de poser la question, qu'est-ce qui se passe du corps des femmes quand elles ne sont plus dans la dynamique de plaire, quand elles ne sont plus dans la dynamique des stéréotypes. Et je crois qu'en tant que société, on a tendance à trouver que c'est indécent. Et donc, il y avait une réappropriation du corps, justement dans le but de dire non, ce n'est pas indécent, voire c'est peut-être nécessaire. Oui. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase qui évoque un peu ça. Lorsque vous apprenez que la maison de votre mère a brûlé, vous écrivez « La violence finit par s'accomplir, que le monde le veuille ou non ». Est-ce que c'est cette violence réprimée que vous vouliez exprimer dans Matricide? C'est cette violence auquel moi j'avais l'impression que j'avais pas droit suite à la douleur qu'a entraîné le suicide de ma mère et peut-être également la violence à laquelle ma mère n'a pas senti qu'elle avait eu droit et plutôt que de dire je vais vivre et ça se peut que ça soit moche, qu'elle en soit arrivée à la conclusion de je n'ai pas de place pour vivre d'une façon qui est moche, donc je dois me refaire ma vie. Non, c'est une façon de dire la laideur a le droit d'exister, elle doit exister, elle doit être exprimée aussi. Absolument. Ouais. Mais merci beaucoup, Catherine Raymond, pour cette entrevue. Puis Matricide, c'est vraiment un très beau livre, justement, qui démystifie la question du suicide. Merci à vous pour cet entretien. David Goudreau, dans vos livres, votre personnage va souvent justifier ses jugements en disant « c'est documenté ». Ce qui renvoie beaucoup à la façon dont nous-mêmes, on justifie parfois nos jugements ou nos pensées parce qu'on l'a lu dans le journal, parce que
il y a une façon comme de se dédouaner ou de croire. On pense maintenant aux fake news, là, évidemment. Il ne faut pas tout croire, tout parce que c'est documenté. Il y a une critique de... Il y a une critique absolument de notre façon de s'en remettre, parfois aussi aux experts. On voit de plus en plus les fameux experts qui ont le grand pouvoir au niveau la des vérité tribunaux. absolue. Exactement. Et en fait, je pense que la clé pour comprendre ce personnage-là, c'est au niveau des distorsions cognitives. C'est juste que le personnage, dans son égocentrisme, dans sa souffrance, en fait, il est incapable de regarder sa vérité et la vérité en face. Donc, il faut qu'il adapte tout et tout passe dans le filtre de ce qui l'avantage, de ce qui fait son affaire. Et donc, cette espèce de réflexe, c'est documenté, c'est de même, c'est écrit à quelque part. Il cite d'ailleurs très mal tous les grands auteurs. Il déforme. Il déforme tout, sauf une fois par roman. C'est un peu un jeu d'auteur là-dedans. Dans chaque roman, il y a une véritable citation bien attribuée. Et sinon, il déforme tout, puis ça va comme ça, c'est documenté. Tout est plus facile comme ça, en fait. Ben oui. Votre héros, dans votre roman aussi, idéalise beaucoup les bandits, la mafia, les tueurs à gages. Vous écrivez « Avec tout ce que ça implique de notoriété, les meilleurs films, les jeux vidéo les plus cools s'appuient toujours sur un tueur à gages, ou deux, ou plein, c'est du Tarantino. » Vous pointez la responsabilité aussi des médias ou des arts, le cinéma, la télévision, qui héroïsent en fait les criminels. Absolument. Je dénonce ça par la bande. La réalité, c'est qu'on s'intéresse assez peu aux victimes, on s'intéresse beaucoup aux criminels. Et surtout, c'est que là, il y a une distorsion cognitive au niveau social, au niveau médiatique, dans la façon qu'on les présente. Moi, j'ai travaillé auprès des victimes d'actes criminels. La plupart des victimes d'actes criminels le sont par des gens qui sont eux-mêmes plutôt en détresse, qui ont eux-mêmes des troubles de consommation. Et c'est rarement des grands mafieux ou des gens super organisés, là. Les policiers les arrêtent 15 minutes après au coin de la rue, puis souvent, il y a des crimes d'une très grande violence pour quelques dollars. Et je l'ai aussi montré ça, le côté très médiocre, en fait, des petits criminels et de cette espèce de côté un peu dans le gangster rap. Tu sais, mon personnage, il se prend pour un grand rappeur en devenir. Et ce qu'il retient, lui, c'est qu'il achète ça au premier degré. Tu sais, c'est que vraiment, lui, il pense qu'il va devenir le prochain Al Capone du Québec. C'est pas très glamour, en fait, la réelle... Non, la réalité, c'est que c'est pas glamour. Puis les criminels, souvent, se retrouvent dans un parcours criminel, non pas par choix, mais par désœuvrement jusqu'à un certain point. Et lui, il essaie de se faire à croire que c'est un choix et qu'il va devenir important par la criminalité. Donc, il y a une espèce de fantasme et qui, encore une fois, existe. Il y a quelque chose dans l'attitude de certaines personnes qu'on peut croiser sur la rue qui, tu vois, toi, tu te prends pour quelqu'un de très hostile et dangereux alors que tu as juste l'air d'un clown en bédaine et que tes tatous affreux et ton chien de combat. Là, mais bon, sans vouloir porter de jugement. Merci beaucoup, David Goudreau, pour cet entretien. Et puis, on continue de vous suivre dans votre aventure romanesque. Merci. Annie Demeule, est-ce que vous croyez que la littérature peut aider les gens qui souffrent de troubles alimentaires ou de santé mentale autrement que justement une aide vraiment thérapeutique, là? Je pense que tout à fait. Je pense que la lecture a un grand pouvoir d'aide concrète. Je pense que ça nous amène non seulement à comprendre ce qu'on vit, à nous amener à avoir une autre perspective aussi sur ce qu'on vit, mais aussi de développer une forme d'empathie pour soi, parce que, veut pas, on arrive à développer une forme d'empathie pour la narratrice ou le personnage qui est mis en scène. Mais en contrepartie, ça nous permet de revoir aussi notre rapport à nous, notre rapport au corps, notre estime de soi, oui. Puis ce que j'ai voulu faire aussi dans Déterrer les eaux, c'est de porter des constats plutôt que des jugements ou une certaine moralisation. Et la narratrice qui refuse de manger, donc elle va dire qu'elle se donne 1 mois pour fondre et déterrer les os, d'où le titre. Et elle dit qu'elle veut faire apparaître son squelette dans un désir de purification, une sorte de recherche d'une pureté absolue. Elle dit « Mon squelette parle de ma pureté ». Comment expliquer ça, ce désir de pureté à travers la maigreur? C'est une très belle question, merci. Moi, c'est mon point de vue personnel. Je ne peux pas parler au nom des gens anorexiques en général, mais il y a une sorte de mélancolie derrière l'anorexie, mélancolie étant la perte de la foi dans le langage. Donc, le fait de ne plus croire au discours, ne plus croire au langage, ne plus croire à la communication. On a une narratrice qui a du mal à communiquer avec les autres et en retour, les autres ne l'écoutent pas. Elle est constamment renvoyée à son silence. Donc, au lieu de se dire « je vais utiliser les mots pour me faire entendre », mais j'utilise le corps. Donc, c'est de relayer ce langage-là
verbal, hein, qui n'est plus disponible, qui est en échec au corps. Donc, c'est vraiment une forme très mélancolique hein, de s'exprimer. La première fois que votre narratrice va avoir honte de sa maigreur, c'est quand elle va être avec le gars qu'elle aime, qui la regarde, puis elle va voir dans ses yeux qu'il voit sa maigreur. On a l'impression que c'est au moment où l'amour vient à elle, finalement, qu'elle va être sauvée. Oui, oui, puis c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Puis ensuite, c'est de voir comment l'amour n'arrive pas complètement à la sauver. Donc, elle va s'imaginer que enfin, hein, elle a atteint son objectif, qui est, dès le début, en fait, dans le premier tiers du roman, de conquérir ce gars-là. C'est vraiment le gars qu'elle a en tête durant tout le long du récit. Finalement, elle réussit à le conquérir, à être en couple avec lui. Puis c'est de voir à quel point, bien, finalement, elle n'est pas disponible aux autres. C'est ça, ça règle Donc, pas elle n'est son pas disponible. problème. C'est ça, ça règle pas son problème. Elle est encore en scaphandre avec elle-même. Puis même l'amour sincère de quelqu'un d'autre ne parvient pas à défaire complètement ces schémas de pensée-là. Ouais. Graduellement, on voit quand qu'elle acquiert une sorte de regard externe. Hein. À la fin, c'est quand même un regard dans le reflet, hein, dans le métro. Ouais. Donc, mais en même temps, on s'en sort pas. Puis c'est pour ça aussi l'exergue à la fin, en 4e de couverture, hein, c'est quand est-ce qu'on sait quand c'est fini. Donc, c'est ça que je voulais un peu éviter le côté, bon, très Disney-esque, de happy end, sauvé par l'amour, que j'ai souvent observé dans les récits soit de l'anorexie. Puis je trouve pas que c'est important aussi de montrer ça, mais aussi c'est important de montrer que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non, puis c'est ça. Il y avait quand même une petite esthétique de l'échec que je voulais mettre dans le couple à la fin, même si c'est pas complètement désastreux. On ne la quitte pas non plus en état de crise totale, mais laisser la porte seulement qu'entrouverte pour une potentielle guérison. Merci beaucoup, Fanny Demel, pour ce bel entretien. Mais merci infiniment, Elsa.